Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Imaginez une nuit de mai 1968. À Paris, les pavés volent dans les rues du quartier latin. L'air est épais à cause des gaz lacrymogènes, les sirènes hurlent, les cris résonnent contre les façades sombres des immeubles haussmanniens. Certains étudiants se barricadent derrière des planches, des bancs arrachés, des voitures renversées. D'autres avancent, foulard sur le visage, en criant, en hurlant même « CRS, SS ». La scène est connue, presque devenue cliché. Mais si je commence par là, c'est parce que cette nuit, comme d'autres avant elle, raconte quelque chose de profond. En France, depuis plus de 2 siècles, descendre dans la rue n'est pas seulement une colère passagère, c'est un langage, une manière de dire au pouvoir « nous existons, nous voulons être entendus ». Pourquoi, dans ce pays, les révoltes, les grèves, les manifestations ont-elles marqué l'histoire avec autant de régularité ? Pourquoi la France est-elle aux yeux du monde ce pays où l'on se soulève, où l'on occupe les places, où l'on arrête les trains et les usines, où l'on brandit des pancartes comme d'autres brandissent des drapeaux ? Est-ce un tempérament national, un héritage de la Révolution, une façon de construire collectivement la démocratie ? Ou bien un mélange subtil de tout ça, entretenu au fil du temps par une sorte de mémoire des luttes, par des récits transmis par une tradition d'insoumission ? Justement, c'est à cette question qu'on va tenter de répondre ensemble dans cette émission. Et pour ça, on va parcourir 2 siècles d'histoire, depuis les premières grandes émeutes ouvrières de la Restauration jusqu'aux mobilisations les plus récentes, en attendant évidemment les prochaines. Nous croiserons les canuts de Lyon en 1831, les vignerons du Midi en 1907, les mineurs de 1963, les manifestants de 1995, mais aussi les féministes des années 70, les travailleurs sans papier des années 2000 ou les militants écologistes d'aujourd'hui. Chacun de ces épisodes, à sa manière, dit finalement quelque chose de la société française, de ses colères, de ses espoirs, de ses manières de se réinventer. Mais avant de commencer, je voudrais quand même vous faire une promesse à la fin de cette émission. Vous comprendrez pourquoi la France est ce pays où les colères collectives deviennent des moments d'histoire. Vous verrez que les mouvements sociaux ne sont pas finalement de simples parenthèses de désordre, mais qu'ils sont bien souvent des accélérateurs de changement, des lieux où se forge douloureusement, parfois c'est vrai, notre avenir commun. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'un mouvement social ? L'expression peut sembler savante, froide, presque technique finalement. Pourtant, elle recouvre des réalités brûlantes, des cris, des foules, des slogans, des cortèges interminables, des occupations d'usines, des affrontements très violents parfois, mais aussi des moments de fraternité, des chants partagés, des instants où des inconnus se découvrent un destin commun. Alors, je ne suis pas en train de faire de l'angélisme, évidemment. Un mouvement social, c'est quand des individus qui d'ordinaire vivent séparés décident soudain d'agir ensemble, de se reconnaître comme un nous, si vous voulez, face à un eux. C'est ce basculement, cette soudaineté, cette énergie que nous allons suivre ensemble. Et pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début du XIXe siècle, à ce moment où la France sort à peine des tempêtes révolutionnaires et napoléoniennes. 1814, les Bourbons reviennent sur le trône. On croit refermer la parenthèse ouverte en 89. Mais déjà, dans les rues, dans les campagnes, dans les ateliers, une autre histoire commence à s'écrire. Celle des cris, des poudres, des cortèges, des pétitions, des grèves. Une histoire qui, peu à peu, va façonner ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sociale. Parce que oui, c'est ça l'enjeu. Montrer comment les colères collectives en France ne sont pas seulement des refus, elles sont aussi des propositions, parfois maladroite, parfois totalement utopique, mais toujours profondément politique. Chaque barricade, chaque grève, chaque cortège pose une question au pouvoir. Qu'est-ce qu'une vie juste ? Qu'est-ce qu'une société équitable ? Et c'est dans la manière dont l'État, les élites, mais aussi l'opinion publique répondent à ces questions que se joue notre histoire avec un grand H. Alors au fil de cette émission, dans cette heure-là, nous allons suivre 6 grandes étapes, la naissance du social au XIXe siècle, quand les ouvriers, les paysans, les étudiants inventent les premiers répertoires de contestation. La nationalisation des mobilisations aussi à la fin du XIXe siècle, quand les mouvements sociaux deviennent des affaires de la République avec un grand R. L'âge d'or du mouvement ouvrier,
XXe siècle, quand les grèves, les syndicats, la résistance façonnent la société salariale. Et puis, les nouveaux acteurs des années 70, les femmes, les immigrés, les jeunes, les écologistes. Puis les recompositions douloureuses des années 1980-90 entre chômage de masse et grandes grèves. Et enfin, les mobilisations contemporaines entre mondialisation, minorité, environnement et nouvelles formes d'action. Chaque fois, j'essaierai de rentrer dans la matière vivante des histoires concrètes, des personnages, des lieux, et chaque fois, pour chercher à comprendre qu'est-ce qui pousse des individus à tout risquer, parfois leur vie, c'est vrai, pour descendre dans la rue. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments d'effervescence qui ne se jouent nulle part ailleurs ? Une histoire des mouvements sociaux, c'est dans 5000 ans d'histoire, évidemment. 1814. La France est épuisée. Elle sort des guerres napoléoniennes, un peu comme un boxeur, si vous voulez, sonner, qui ne sait plus très bien où il se trouve. Les armées étrangères campent dans le pays, Paris a été envahi, l'empereur abdique, part pour l'île d'Elbe, les Bourbons, ces rois chassés en 1792, reprennent le trône. On parle de restauration, comme si on pouvait effacer d'un trait de plume 25 ans de bouleversements révolutionnaires et impériaux, mais la Révolution française a laissé des traces profondes dans les mémoires, dans les gestes, dans les mots même qu'on emploie pour parler du pouvoir. Et avec elle, une habitude est née, descendre dans la rue pour se faire entendre. La Restauration veut effacer ce passé tumultueux. Alors on ferme les clubs, on contrôle la presse, on réprime les rassemblements. Mais dans les ateliers, dans les campagnes, dans les cafés, une colère sourde monte. Parce que la société est en train de changer. Les débuts de la révolution industrielle sont en train de bouleverser les rythmes. La ville attire les ouvriers, les machines commencent à s'installer, et avec elles naît une question nouvelle. Quelle place pour ces hommes et ces femmes qui, sans terre ni fortune, ne possèdent que leurs bras pour vivre ? Alors on n'est pas encore en pleine révolution industrielle, loin de là. La première secousse vient de Lyon. On est en novembre 1831. Lyon est alors la capitale de la soie. La ville vit au rythme des métiers à tisser qui sont installés dans des petits ateliers, vous savez, où travaillent les canuts, ces ouvriers tisserands à la tâche, ils sont payés à la tâche. Ils sont des milliers qui vivent dans des conditions difficiles, dépendant des négociants qui fixent les prix à leur guise. Cette année-là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Cette année-là, les prix s'effondrent. Les canuts décident alors de se battre. Ils demandent un tarif minimum, une sorte de salaire garanti. Alors, refus des négociants, la grève éclate et rapidement, elle se transforme en insurrection. Les ouvriers s'emparent des quartiers de la Croix-Rousse, dressent des barricades, affrontent l'armée. Leurs cris résonnent, vivre en travaillant ou mourir en combattant. Une phrase qui dit tout. Le travail n'est pas seulement un gagne-pain, c'est une dignité, si vous voulez. Et quand cette dignité est niée, la lutte devient légitime, fût-elle armée. Alors vous allez me dire, j'aurais pu remonter encore plus loin, parce que des grèves, des insurrections, il y en a, j'allais dire, depuis 5000 ans d'histoire. Mais on va vraiment, j'avais vraiment voulu me focaliser sur les 2 derniers siècles, comme s'il y avait un côté social, vous voyez, un peu plus prononcé. Alors la répression est brutale, mais l'écho de l'insurrection dépasse Lyon. Pour la première fois, la France découvre que le travail peut être un motif politique de soulèvement. Voilà, c'est ça qui change. 3 ans plus tard, en avril 1834, la colère reprend. Encore plus dur, cette fois, l'armée mène une véritable guerre de rue. Pendant plusieurs jours, la ville de Lyon est en état de siège. Les canuts se battent, quartier par quartier. La répression fait des centaines de morts. Mais dans les mémoires populaires, ces combats laissent une empreinte, cette fois indélébile, celle d'un peuple ouvrier qui désormais existe sur la scène de l'histoire et j'allais presque dire sur la scène politique. À Paris, 2 ans plus tôt, en juin 1832, c'est une autre insurrection qui a embrasé le centre de la capitale. Elle a été immortalisée par un de ces écrivains que je vénère le plus en France, Victor Hugo, dans Les Misérables. Là encore, des barricades surgissent, vous savez, dans le quartier de Saint-Méry. Les insurgés, républicains, étudiants, artisans affrontent les troupes royales. Ils sont peu nombreux, c'est vrai, mais leur geste a marqué l'imaginaire collectif. La barricade
devient le symbole de la résistance populaire. C'est quoi la barricade ? C'est une muraille improvisée mais chargée de sens, où se cristallise la colère, l'espérance et la solidarité. Il suffit en fait d'écouter la fameuse chanson Si je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Enfin, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, etc., etc. Cette chanson-là cristallise tout ça. Tout au long des années 1830 et 1840, la France est parcourue par ces explosions de colère. Les campagnes se soulèvent contre les impôts, toujours jugés injustes, c'est vrai. Les ouvriers multiplient les grèves, malgré la loi Le Chapelier qui interdit toute coalition. Les cortèges funèbres deviennent même des démonstrations politiques. On enterre un opposant en cortège massif, drapeau en tête, slogans chuchotés. Les banquets organisés pour contourner l'interdiction des rassemblements politiques se transforment en tribunes républicaines. La rue, en dépit des interdits, devient un espace politique. Chaque geste, chaque attroupement, chaque chanson populaire est un défi lancé à l'autorité. Et puis arrive 1848. 1848, c'est un peu l'année qui bouleverse l'Europe entière, mais qui en France prend une dimension particulière. Alors c'est vrai, je me suis focalisé sur la France, l'histoire des mouvements sociaux en France, parce que alors j'aurais pu faire l'Allemagne, j'aurais pu faire l'Angleterre, j'aurais pu faire la Russie, on peut en faire dans tous les pays. Je peux faire 18 émissions si vous voulez. Mais vu ce qui se passe en ce moment chez nous, je me suis dit que c'était pas mal de revenir un petit peu aux origines. Donc cette année 1848 a quand même, comme je disais, une dimension particulière. Depuis des mois, la monarchie de Juillet de Louis-Philippe est en train de vaciller. Le roi des Français, qui était salué avant comme le roi citoyen, est de plus en plus impopulaire. Les scandales se multiplient, les réformes attendues ne viennent pas, les banquets républicains se succèdent dans tout le pays et ces fameux banquets attirent de plus en plus de monde. En février, l'interdiction d'un banquet à Paris met le feu aux poudres. La foule descend dans les rues, les barricades s'élèvent, les affrontements se multiplient. En quelques jours seulement, la monarchie s'effondre. Louis-Philippe abdique et une seconde république est proclamée. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup pour faire tomber une monarchie. Quelques jours seulement, des barricades et la monarchie s'effondre. La révolution de 1848 est immense. Elle porte des espoirs sociaux inédits. Les ouvriers réclament le droit au travail. Des ateliers nationaux sont créés pour employer les chômeurs. Mais l'expérience tourne court. En juin, le gouvernement décide de fermer ces ateliers. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Alors, les quartiers ouvriers de Paris se soulèvent. Pendant plusieurs jours, la capitale vit une véritable guerre civile. Les insurgés ouvriers, pour la plupart, se battent avec désespoir. La répression menée par le général Cavaignac est impitoyable. Des milliers de morts qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Les prisons se remplissent. La République, qui est née dans l'enthousiasme, révèle cette fois son autre visage, et j'allais presque dire son vrai visage, sans faire de politique. Celui de la peur sociale, celui d'un pouvoir prêt à écraser ses propres enfants pour maintenir l'ordre. C'est quand même l'histoire de la République quasiment depuis le début. Et pourtant, malgré le sang, malgré les défaites, ces décennies ont installé durablement une idée. La rue peut faire basculer l'histoire. Retenez bien ça, parce que jusqu'à, hier, là j'enregistre, on est le 29 septembre 2025, mais jusqu'à hier encore, tous les slogans, beaucoup de slogans en tout cas, vont jusqu'à la destitution du président de la République, etc., une autre République, une 6e République, on entend des choses comme ça. C'est ce que je vous disais, la rue peut renverser tout simplement un régime. Et ça, c'est extrêmement important. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.